Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 7 de l'Europe qui sort de l'histoire en parlant des années 90-2014. Durant ces années, des élections s'y sont tenues, ont constaté un pluralisme sans équivalent en Russie, mais l'armature étatique restait déficiente. Pendant la même période, la Russie a connu une phase de troubles très violente, suivie de la réapparition d'un État autoritaire. La population s'est regroupée autour du régime de Poutine. En Ukraine, pas de troubles comparables, mais pas non plus de remise en ordre. Alors qu'en 2003, Poutine matait les oligarques, rien de tel ne se produisait en Ukraine. Selon Anders Alklund, qui est un auteur œuvrant officiellement à diffuser l'influence occidentale en Ukraine, dans aucun autre pays de l'espace post-soviétique, les oligarques n'ont pesé d'un tel poids social et politique. Le contrôle du commerce du gaz et j'ajoute des branches industrielles de l'Ukraine orientale était la base de leur pouvoir. Il ne participe pas seulement à la corruption générale du système politique, mais concourait aussi à maintenir son pluralisme. Oslud rapporte comment les oligarques propriétaires des chaînes de télévision dénoncèrent le comportement mégalomane du président Viktor Fedorovitch Yanukovych, dont Maïdan provoqua la chute en 2014. Mégalomane, certes corrupteur et corrompu, mais quand même normalement élu 4 ans plus tôt. L'aptitude de la population ukrainienne au pluralisme résultait pour une part du tempérament individualiste couvé par la famille nucléaire et par une autre, on vient de le voir par la vidéo juste précédente, de l'activité d'oligarques incontrôlés. Mais elle procédait aussi inévitablement de la dualité ethno-linguistique du pays. Existait côte à côte une Ukraine ukrainophone et une Ukraine plutôt russophone, décidée à rester d'une manière ou d'une autre liée à la Russie. L'existence de ces deux Ukraines apparaît avec une simplicité presque déroutante sur la carte des élections de 2010. Celle-ci met en évidence une Ukraine occidentale et centrale qui a voté pour Petro Olejkovitch Poroshenko et une Ukraine du Sud et de l'Est qui a voté pour Viktor Fedorovitch Yanukovych. Les écarts sont considérables. Les provinces du Donetsk et de Luhansk et de Crimée votaient respectivement à 90,44%, 88,96% et 78,24% en faveur de Yanukovych, alors que dans celle de Lviv, de Ternopil et de Ivano-Frankivsk, à l'ouest, ces scores n'étaient que de 8,60, 7,92 et 7,02. C'est l'Ouest est ukrainophone et l'Est russophone. Il est important de garder à l'esprit que la distinction par la langue n'est pas toujours opérationnelle. Les évaluations pour établir le pourcentage de russophones, d'ukrainophones et de personnes parlant un dialecte mélangeant les deux langues sont désormais tellement empreintes d'idéologie qu'elles ont cessé d'être fiables. La carte électorale est beaucoup plus efficace. Elle permet de distinguer d'un coup d'œil l'Ukraine plutôt russophile de l'Ukraine plutôt ukrainienne. Revenons à l'état anarchique du pays. Pour l'expliquer, nous avons mis en avant la famille nucléaire, les oligarques et la dualité ethno-linguistique. Aucun de ces facteurs n'est en soi suffisant. La France, pays de famille nucléaire, dans sa partie centrale est devenu le modèle même de l'État-nation. La Russie a réussi à mater ses oligarques et il existe des États-nations où la diversité ethno-linguistique est bien plus accusée qu'en Ukraine. Ajoutons enfin que l'Ukraine, lors de la chute du communisme, était un pays situé à la périphérie de l'Union soviétique où les dirigeants locaux du Parti communiste étaient des sous-méritocrates qui n'avaient pas réussi à monter à Moscou. Des provinciaux ratés du système soviétique en somme.
Ce dernier élément permet de comprendre pourquoi cette élite régionale a éprouvé quelques difficultés à s'adapter à la mutation libérale partie de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Mais il faut aussi dépasser ce phénomène conjoncturel pour comprendre la faiblesse de l'État ukrainien naissant. La raison fondamentale de son échec me semble avoir été la faiblesse générale des classes moyennes urbaines. Elles étaient peu nombreuses dans l'Ouest, restées plus rurales. Cet Ouest est la région la plus nationaliste de l'Ukraine. Celle dont les populations n'avaient été rattachées à l'Union soviétique qu'à partir de 1945, souvent de religion uniate, des orthodoxes ayant rejoint l'Église catholique à l'extrême fin du XVIe siècle. Cet Ouest était le plus susceptible a priori de défendre un projet d'État-nation ukrainien, mais ses classes moyennes étaient faibles. À l'Est, plus urbanisé, les classes moyennes étaient plus nombreuses, mais on conçoit aisément qu'elles étaient trop russophiles pour penser à agir vigoureusement au nom d'un État-nation ukrainien. À l'Est, la vérité ultime est toutefois plus inattendue et plus simple. Les classes moyennes de l'Est ont émigré vers la Russie. Le vrai mystère, c'est le déclin de l'Ukraine russophone. Nous pénétrons ici au cœur de l'énigme ukrainienne qui n'est pas seulement que l'Ukraine était incapable de devenir un État-nation. Cet échec s'explique somme toute assez facilement par la faiblesse du réseau urbain dans les zones ukrainophones, par le fait que la haute culture était russe et que les zones ukrainophones nationalistes voulaient parler une autre langue. Une nation trop paysanne qui n'arrive pas à accoucher d'un État n'a rien de bien étonnant. On en a vu beaucoup d'autres dans l'histoire. Le plus curieux, c'est qu'après Maïdan en 2014, l'Ukraine russophone ou russophile a disparu en tant qu'agent politique autonome. L'étrange destin de la ville de Belgorod, russe, aujourd'hui sporadiquement bombardée par l'armée ukrainienne, nous met sur la piste d'une explication. En 2017, l'ambassade de France à Moscou, en la personne de Pascal Cauchy, a réalisé une cartographie des études doctorales en Fédération de Russie pendant les 5 années précédentes sur la base des statistiques publiées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Dans toutes les universités du pays, le nombre de doctorants baissait ou stagnait. En revanche, 2 régions de Russie voyaient leurs chiffres augmenter de façon significative, la République de Tchétchénie et la région de Belgorod. Dans le premier cas, la hausse résultait de la politique de prestige menée par Ramzan Ahmadovitch Keiridov, qui est chef de la République de Tchétchénie, un homme de Poutine très actif dans la guerre d'aujourd'hui. À Belgorod, la hausse était consécutive à une migration d'étudiants venus en voisin de Kharkiv, la grande ville universitaire d'Ukraine, en net déclin économique et académique, alors que son université, l'une des premières fondées en Russie en 1804, était renommée pour la qualité de ses études d'ingénieur. L'effacement de la partie russophone de l'Ukraine en tant qu'agent politique autonome n'avait pas été anticipé, je pense, par les dirigeants russes, même s'ils en sont aujourd'hui forcément conscients. Leur scénario le plus vraisemblable était entre autres l'Ukraine ne parvenant pas à trouver son équilibre tandis que la Russie redémarrait. On pouvait supposer qu'elle ne tournerait vers celle-ci que pour la rejoindre. Après tout, les industries ukrainiennes opérant dans les secteurs de pointe, notamment l'aéronautique, aérospatiale et militaire, étaient liées à la Russie et situées surtout à l'est du pays. Ce calcul, je suis convaincu que les Russes l'ont fait. Et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles, au moment de l'explosion de l'Union soviétique, ils ont laissé l'Ukraine prendre son indépendance sans demander une rectification des frontières pour récupérer les populations russes ou russophones du nouvel État. La persistance d'une composante russe devait assurer une prise éternelle de la Russie sur l'Ukraine. La population russe ou russophone aurait servi de lien. Cette vision s'est révélée trop simple. Le facteur linguistique n'a pas joué de façon attendue.
Et car si le système ukrainien lutte pour sa survie, nombre d'individus et de familles le minent en luttant pour la leur. Concernant Kharkiv, c'était de jeunes russophones qui voulaient continuer de progresser intellectuellement en utilisant leur langue maternelle, l'une des grandes langues de culture européenne plutôt qu'un dialecte d'origine paysanne récente. Plus généralement, les membres de classe moyenne russophone en butte à l'hostilité des nationalistes ukrainophones dans une société en perdition et qui voyait la Russie prospérer ont émigré. En guerroyant contre la langue russe, les nationalistes cherchaient probablement autant ou plus à chasser les russophones qu'à les convertir à l'usage de la leur. Depuis le début de la guerre, on a beaucoup parlé en Occident d'Ukrainiens émigrant vers l'Union européenne. Les spécialistes auraient dû nous renseigner aussi sur l'existence d'un flux migratoire plus ancien et continu vers la Russie, qui a surtout affecté les classes moyennes, mais aussi sans doute les ouvriers qualifiés de l'industrie. Cet exode socialement différencié vers le pôle d'attraction russe est démontrable si nous gardons à l'esprit le lien qui existe entre les classes moyennes et le système urbain. Il suffit de regarder la carte illustrant l'évolution des centres urbains d'Ukraine. Entre 1989 et 2010, on constate une stabilité des populations urbaines, voire un certain dynamisme en Ukraine occidentale et dans la moitié occidentale de l'Ukraine centrale, zone, il faut le rappeler, peu urbanisée au départ et faiblement pourvue en classe moyenne. Mais le phénomène capital est observable en Ukraine orientale, où de nombreuses villes ont perdu plus de 20% de leur population, au-delà même de la partie clairement russophone du pays. Telle est la vraie crise de la société ukrainienne, pas simplement de trop fragiles classes moyennes ukrainophones, mais la disparition des classes moyennes russophones. Cette Ukraine des villes, remarquons-le, n'est pas seulement celle des classes moyennes, c'est aussi celle des oligarques qui, à l'époque, n'avaient pas encore été matés. Il semble l'avoir été depuis le début de la guerre. Il est intéressant de comparer la carte montrant l'évolution de la population urbaine à celle de la population en général. Elle ne s'accorde pas. On y retrouve à l'ouest une Ukraine plus résistante. Mais le pôle principal de dépeuplement se trouve cette fois en Ukraine centrale, particulièrement dans la zone de la partie nord. Tchernobyl, située au nord immédiat de Kiev, y est sans doute pour quelque chose. N'en demeure pas moins que l'effondrement des villes dans la partie russophone est tout à fait spécifique. Alors on voit bien entendu que cette fragilité des classes moyennes, nous le retrouvons dans une vidéo suivante en Europe de l'Est, où elle caractérise presque toutes les anciennes démocraties populaires. Notons dans le cas de l'Ukraine que la fuite des classes moyennes russophones a été précédée de celle des Juifs. Ceux-ci constituaient de fait une fraction importante des classes moyennes. Leur niveau éducatif plus élevé que celui de la population dans son ensemble dérivait d'une religion qui, telle que le protestantisme, mais avec un millénaire et demi d'avance, a toujours considéré que l'éducation était essentielle. En Ukraine, les juifs parlaient russe ou yiddish, n'ayant pas coutume de préférer la langue des paysans. Il était proportionnellement plus nombreux qu'en Russie, même si les quantités globales vers 1970 étaient proches, 817 000 en Russie, 777 000 en Ukraine, pour une population qui était le tiers de celle de la Russie. En 2010, on ne comptait plus que 158 000 juifs en Russie et 71 000 en Ukraine, ce qui veut dire qu'entre 1970 et 2010, leur nombre a chuté de 80% en Russie et de 90% en Ukraine, où vers 1970, ils représentaient 1,7% de la population contre seulement 0,6% en Russie. L'hémorragie supplémentaire de membres de classe moyenne a donc été plus importante en Ukraine. 2014, c'est la fin de l'espoir démocratique. La crise de Maïdan en 2014 a précédé une rupture. Les élections de 2010 avaient été jugées équitables. Il en alla autrement de celles qui eurent lieu après Maïdan et l'éviction de Yanukovych.
En 2014, la carte la plus importante, cependant, n'est pas celle des résultats, comme en 2010, Poroshenko réalisa en 2014 ses meilleurs scores dans l'Ukraine occidentale et centrale et ne remporta pas la majorité dans l'Ukraine méridionale en orientale. La carte décisive est celle du taux d'abstention. La participation s'étant effondrée en 2014 dans les régions russophones, ces élections marquant le moment où ces régions disparurent du système politique ukrainien. Sans même nous intéresser aux détails des nombreuses interactions des partis politiques, nous pouvons dire, d'après ces taux d'abstention, que les élections de 2014 marquèrent la fin d'une démocratie ukrainienne qui, à vrai dire, n'avait jamais fonctionné. On assista à la naissance d'une Ukraine restreinte, densifiée, autour de ces régions ukrainophones. Elle comporte deux pôles. D'abord un pôle nationaliste extrêmement actif autour de Lviv, en Galicie, région sans lien culturel réel avec la Russie et dont toute l'histoire de l'Empire d'Autriche au pogrom de 1941 renvoie à elle, celle de la sphère germanique, si on accepte une brève occupation par les troupes de Staline entre le pacte germano-soviétique et le début de l'opération Barbarossa en juin 1941. Ensuite, un pôle dominé par Kiev, capitale de 2,9 millions d'habitants, dont la population n'a pas baissé durant la crise et qui joue un rôle directeur dans l'Ukraine centrale peu urbanisée, un peu comme Paris, au cœur de son bassin entre 1789 et 1848. Alors, résumons-nous. Distinguons au départ trois Ukraines. Une Ukraine occidentale, assez rurale, de famille nucléaire très nette, encore structurée par des traditions religieuses gréco-catholiques. Les Uniates, foyer traditionnel du nationalisme autour de Lviv, son principal pôle urbain. On peut la décrire comme une Ukraine ultranationaliste. À côté, une Ukraine centrale, incluant Kiev, la capitale, beaucoup plus floue, de religion orthodoxe, de famille nucléaire assortie d'une parenté patrilinéaire faible, de tempérament certes individualiste, mais qui n'a jamais réussi à accoucher d'un État. Plutôt qu'un lieu de construction étatique, Kiev est celui où s'effondre le pouvoir central. C'est là que se sont déroulées la révolution orange, puis la révolte de Maïdan, et que se déployaient avant la guerre les manipulations économico-politiques des oligarques. On peut la décrire comme l'Ukraine anarchique. Enfin, il y a une région comprenant le sud et l'est du pays qui a été russophile, mais que ses classes moyennes ont déserté et qui aujourd'hui, si elle n'est pas occupée par l'armée russe, n'a plus de forme malgré son fond anthropologique nucléaire et patrilinéaire fort. Je la qualifierais d'Ukraine anomique au sens d'atomisation sociale que la sociologie américaine donne traditionnellement à ce terme. Il est évident qu'à partir de 2014, l'Ouest et le Centre ont joué de concert avec la partie russophile. On la voit clairement sur la carte indiquant l'origine géographique des élites ukrainiennes actuelles. Ont été sélectionnés les membres du gouvernement, les plus hauts responsables de l'armée et de la police, les 10 oligarques les plus riches et quelques personnalités médiatiques. Le tableau est nominatif et le lecteur pourra juger par lui-même de la pertinence de l'échantillon. Alors, on peut aller à l'ouest maintenant, où l'Ukraine ultranationaliste est surreprésentée au sein des élites politiques. Le centre, l'Ukraine anarchique, est surreprésenté par l'élite militaro-policière. L'Est et le Sud de l'Ukraine anomique, non pour eux que les oligarques qui, pour la plupart, ont été marginalisés ou matés depuis le début de la guerre. Les événements ont favorisé la montée d'une structure centralisée qui n'est pas un État à proprement parler, mais une organisation politico-policière financée par Washington, et les oligarques ont donc naturellement disparu en tant qu'instance de pouvoir autonome, avec le pluralisme qu'ils défendaient. Leur chute est aussi liée à la chute globale de la russophonie. Cette description n'exclut nullement l'existence de forces idéologiques et de groupes qui s'affrontent pour le contrôle de l'administration et des subsides occidentaux, mais sont d'abord et surtout
sincèrement nationalistes. La surreprésentation des Ukrainiens du centre au sein de l'appareil militaire et policier peut surprendre. Elle résulte paradoxalement du caractère anarchique de l'Ukraine centrale, dérivé d'un fond familial nucléaire en l'absence de tradition étatique. L'armée et la police y incarnent une inversion de tempérament général, fondée sur le principe de la hiérarchie. Elle représente un principe d'ordre et domine facilement, naturellement, leur environnement si l'envie leur en prend. L'armée est particulièrement forte politiquement, là où la société est désordonnée et elle y prend facilement le pouvoir, comme c'est une tradition en Amérique latine, continent de la famille nucléaire. Paradoxalement, les cultures autoritaires, si elles peuvent produire de grandes traditions militaires, ne constituent pas des environnements favorables au coup d'État. Ni Hitler ni Staline n'ont jamais été réellement menacés par leurs généraux. Les traditions russes, en particulier, assurent une soumission politique absolue de l'armée, et c'est d'ailleurs pourquoi Poutine n'avait pas grand-chose à craindre de la rébellion de Prigojine. C'est donc à la vraie naissance de la nation ukrainienne qu'on assista en 2014 par l'alliance de l'ultranationalisme de l'Ouest et de l'anarcho-militarisme du centre contre la partie russophile du pays, très affaiblie par la fuite de ses élites. Et c'est cette nation ukrainienne nouvelle, réduite, concentrée, qui a résisté efficacement à l'attaque des Russes. Elle n'est que de regarder la géographie de l'invasion pour s'en persuader. L'avancée russe dans la région sud jusqu'à Kherson a été facile, alors que vers Kiev, elle s'est heurtée à la résistance très forte. Ces niveaux de résistance différents reflètent le rapport spécifique de chacune de ces deux régions entretient avec la Russie. Alors il y a un nihilisme anti-russe. Les Russes n'ont pas été capables d'imaginer que le dynamisme de leur propre société allait vider l'Ukraine d'une partie de ses élites, et encore moins de cette Ukraine-là serait de même à résister militairement, mobilisée par un sentiment anti-russe d'une profondeur nouvelle. C'est pour nous une leçon. La guerre a révélé des processus sociologiques et historiques inédits ou que l'on n'a jamais eu l'idée d'examiner dans le passé. Dans une société ukrainienne en mal d'équilibre, le ressentiment contre la Russie est finalement devenu un guide, un horizon, et l'on serait même tenté d'écrire et de lire un élément d'une structuration sociale. La Russie continue de fait d'habiter la psyché ukrainienne et de la réguler, mais sur un mode négatif. Si la reconstruction économique n'était pas possible, la guerre financée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne pouvait devenir une raison de vivre, un moyen aussi. Dans un texte de juillet 2022, Poutine évoque longuement l'association historique entre la Russie et l'Ukraine. Si l'on pense dans la longue durée passée, il a raison. La nouvelle Russie a effectivement été conquise par les Russes et Odessa fondée à l'initiative de Catherine II en 1794. Mais ce que Poutine n'a pas envisagé, c'est que la désintégration de l'Union soviétique et de l'économie communiste avait produit en Ukraine une fixation négative sur la Russie. Oui, les Russes sont restés au cœur du système mental des Ukrainiens, mais sur un mode négatif. Les Russes parlent sans cesse de néo-nazis ukrainiens. Les démocraties occidentales, par le silence de leurs dirigeants, de leurs journalistes et de leurs universitaires, semblent quant à elles considérer que le fait d'arborer des images dérivées de ceux de la SS est soit compatible avec leur idéal, soit bénin, sans mesurer probablement la démission que trahit ce silence. Notre attitude désinvolte à nous, occidentaux, est inadmissible et dit quelque chose de terrible sur notre état moral et notre rapport à la Shoah, alors même que nous nous gargarisons de célébrations mémorielles. Mais il s'agit dans cette vidéo de l'Ukraine, pas de nous. Et je ne pense pas que la question néo-nazie soit la bonne formule, ou tout au moins une formule suffisante pour décrire la situation ukrainienne de l'intérieur. Réactivant le souvenir de la Grande Guerre patriotique, les Russes prétendent désignifier le pays. Mais de quel nazisme ?
Quelque chose comme du néonazisme existe certainement dans la partie occidentale de l'Ukraine, là où pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'organisation nationaliste de Stepan Bandera, en coordination avec la Wehrmacht et la SS, massacra de nombreux juifs. Bandera est aujourd'hui vénéré en Ukraine dans la mesure où l'un des deux pôles du pouvoir politique ukrainien actuel se situe là-bas. Le bandérisme, une idéologie empreinte d'antisémitisme, doit être pris au sérieux. Pour autant, en zone russophone ou ukrainophone centrale, on a affaire, selon moi, qu'à un pseudo-néonazisme porté par des analphabètes en histoire qui reprennent les symboles du monstre sans être réellement des antisémites sérieux. Or, le nazisme sans l'antisémitisme, ça n'existe pas. Ce qui caractérise aujourd'hui le gros de l'Ukraine, loin de la Galicie, n'est pas l'antisémitisme mais la russophobie, opposition conceptuelle entre les deux haines, qui est aussi un rapprochement puisqu'elle cible de groupes mystifiés. La russophobie existe d'ailleurs parfois dans la partie russophone où elle révèle une véritable haine de soi. Le noyau fondateur de la brigade Azov, bataillon paramilitaire particulièrement visé par les accusations russes de néonazisme, est effectivement très violent, était constitué de russophones. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.